session de rattrapage. Donc, ça sera pratiquement le même style et la même structure de l'examen précédent. Maintenant, on va commencer notre discussion sur l'économie monétaire et financière 2. Pour les étudiants qui viennent de nous rejoindre lors de cette séance ou de ce semestre, donc je suis professeur Msedi Adil, professeur d'économie monétaire et financière. C'est un cours destiné aux étudiants de l'ensemble 1 et 2 pour le semestre 4. C'est bon? On peut commencer? Oui, monsieur. Oui, Très bien. Comme je viens de préciser, l'économie monétaire et financière 2, comme vous allez voir, il s'agit d'une continuité de la première partie qui est économie monétaire et financière 1. Lors de cours de S3, de l'économie monétaire et financière 1, on a essayé de mettre le point et se focaliser plus sur la question du concept. On a essayé de définir la monnaie, présenter les différents types, les formes. Aussi, on a passé à la création monétaire. On a analysé l'offre de la monnaie, la demande de la monnaie, et on a entamé la discussion sur l'approche théorique qui concerne et qui tourne autour de la monnaie. Bien évidemment que lors de ce semestre, on va pousser plus l'analyse. Ça veut dire on va sortir de cette notion introductive qui concerne la présentation des concepts vers une analyse plus pointue qui concerne le fonctionnement du système monétaire et financier. Bien sûr, on va essayer de présenter les mécanismes de fonctionnement et le processus de fonctionnement de l'économie monétaire et financière d'une manière théorique, mais aussi on va essayer de présenter des passages qui concernent le cas marocain. On peut aller même vers un benchmarking de l'international pour voir la conduite de la politique monétaire au niveau mondial, que ce soit pour le Fed ou pour d'autres banques centrales. Donc, notez s'il vous plaît la structure générale de notre cours pour ce semestre. Donc, vous m'entendez toujours, bien sûr. Oui, Oui, monsieur. Très bien. Donc, comme premier chapitre, on va aller tout droit vers la question de politique monétaire. Donc, on va essayer de définir la politique monétaire. Notez s'il vous plaît la structure de cours. Parce qu'en parallèle, vous devez faire des recherches. C'est de l'auto-formation. Donc, je vais diriger ce cours. Donc, il y aura un cours, bien sûr. Vous savez, on est maintenant dans la pandémie, on travaille à distance. Il faut travailler plus sur l'auto-formation en cherchant les concepts et aussi en cherchant d'autres ouvrages pour combler le vide de ce distanciel. Maintenant, on a dit que lors de ce chapitre, ce premier chapitre, on va aller vers la politique monétaire. On va essayer de définir la politique monétaire, déterminer les objectifs, les instruments et essayer de présenter le passage ou le concept théorique de la politique monétaire. Vous pouvez constater que ce premier chapitre, on peut le qualifier comme un chapitre introductif parce qu'on ne peut pas parler des mécanismes de conduite de la politique monétaire sans présenter cette politique monétaire. Je dois aussi préciser que ce cours va s'articuler sur deux parties. Une partie qui va se focaliser sur cette notion d'économie monétaire et une autre partie qui va
essayer d'analyser le système financier. Je reviens à notre structure de ce semestre et de ce cours. Pour un deuxième chapitre, on va essayer de présenter l'évolution de la politique monétaire pour le cas marocain. Bien sûr, c'est une évolution historique où on a deux, deux principales dates. On a la période qui concerne la répression financière jusqu'à la libéralisation financière. On va analyser cette période. Puis on va passer à, à la comparaison entre deux politiques ou deux conduites de politique monétaire au niveau marocain, deux conduites différentes. La conduite de la politique monétaire d'avant la crise financière de fin 2017-2018, fin 2007-2008, et la conduite de la politique monétaire marocaine d'après cette crise financière, cette crise internationale, bien sûr, qui a commencé aux États-Unis. Maintenant, bien sûr, lors de cette discussion, on va essayer de voir les mutations. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Oui, Khawla? Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter le chapitre 2, l'évolution de la politique en cas de Maroc. S'il vous plaît, vous pouvez Oui, répéter je ça. vais le répéter. D'accord, Merci, d'accord, monsieur. Khawla. Il n'y a pas de souci. Donc, je répète pour le chapitre 2, on va essayer de présenter l'évolution historique de la conduite politique, de la politique monétaire au Maroc. Bien sûr, on a choisi de parler de deux périodes différentes. Bien sûr, une période dans laquelle on va analyser le passage de la répression financière jusqu'à la libéralisation financière, et une deuxième période qui concerne la comparaison entre la conduite de la politique monétaire avant la crise financière internationale et d'après la crise financière internationale. Ça veut dire, on va voir quelles sont les mutations qu'a connues la politique monétaire marocaine d'après la crise financière internationale. Bien sûr, lors de ce chapitre, on va s'attaquer à plusieurs notions. Bien sûr, on va évoquer la question des mesures non conventionnelles, on va essayer de parler de l'assouplissement monétaire, de la politique monétaire accommodante, ainsi de suite. Maintenant, dans le troisième chapitre, on va essayer de confronter la monnaie et l'inflation. Comme vous savez, la stabilité des prix est un objectif parmi les objectifs principaux de la politique monétaire. On va essayer d'analyser l'inflation. On va commencer par une présentation générale de l'inflation. Ça veut dire la définition, les causes, les conséquences. Puis, on va aller vers la partie pratique pour déterminer comment se calcule l'inflation et quelles sont les méthodologies du calcul de l'inflation. Bien sûr, on a plusieurs méthodes. On a la méthode de l'INSEE, INSEE, ça veut dire l'Institut national des statistiques et des études économiques. C'est une institution française. Puis, on va passer à la méthodologie au niveau national, la méthodologie d'élaboration de l'inflation. À travers deux entités, on parle de l'ACP, le Haut Commissariat au Plan, puis on va passer vers l'analyse de la méthodologie du calcul de l'inflation selon Banque Maghreb. Bien sûr, en évoquant cette notion de méthodologie de calcul à travers
là-bas, ça veut dire on va évoquer la notion de l'inflation sous-jacente. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur, oui, Oui, oui. monsieur. très bien. Oui, monsieur. Donc, on est maintenant au troisième chapitre. Maintenant, toujours, on garde le lien avec la monnaie, mais cette fois-ci, toute cette analyse, on analyse la monnaie ou la conduite de la politique monétaire dans une économie soi-disant fermée. Maintenant, si on passe à la même analyse, mais cette fois-ci dans une économie ouverte, dans une économie ouverte, ça veut dire on va évoquer la politique de change. Donc, dans ce chapitre, bien sûr, on va présenter le concept de change, comment se règlent comment on fait les règlements des échanges entre pays. Bien sûr, on va présenter les mécanismes de la conduite de la politique de change. Toujours, on va se référer au cas marocain. Puis, on va débattre une notion très importante et un débat très acharné, c'est la question de la flexibilisation de taux de change ou bien le flottement du dirham, la flexibilisation du taux de change au Maroc. On va essayer de voir les pour et les contre de ce passage vers la flexibilisation de taux de change. Et bien sûr, on va présenter les différents régimes de change. Passons, on va essayer de présenter de manière théorique les différents régimes de change. Et bien sûr, on va voir le Maroc où se situe dans ces régimes de change. Chapitre 5, il y aura. Donc, on va passer à la deuxième partie qui concerne le financement de l'économie. Ça veut dire on va analyser le système financier. Ça veut dire comment le système financier fonctionne. Aussi, qu'est-ce qu'on sait sur les marchés financiers, les catégories des titres financiers, et bien sûr, on va rebondir sur les mécanismes de fonctionnement du système financier marocain. Si on a le temps, bien sûr, on aura la possibilité d'aller vers un chapitre 6 ou même à un chapitre 7 dans lequel on va détailler cette partie qui concerne le financement de l'économie et même on peut consacrer un chapitre qui concerne la structure de l'autorité monétaire au Maroc et aussi les interdépendances entre les autorités monétaires d'une part et l'État, donc représenté par le ministère des Finances d'une autre part. C'est bon, vous avez noté la structure de coût? Oui, monsieur. oui, monsieur, merci. Très bien. Maintenant, on va entamer notre premier chapitre. Comme j'ai déjà présenté, toujours dans le cadre de continuité, on va présenter la politique. Oui, quelqu'un demande la parole. Donc, c'est qui? Qui a demandé la parole? C'est bon, on continue. Donc, on va passer à notre premier chapitre qui concerne la politique monétaire. On va présenter une définition, les objectifs, les instruments et les fondements théoriques de la politique monétaire. Comme on l'a précisé dans la première partie de ce cours, qu'est-ce qu'on a dit? Si on veut définir la politique monétaire d'une manière simple, tout simplement, on va dire que les autorités monétaires, à travers la politique monétaire, ont un objectif bien déterminé. C'est quoi? C'est de garder
un certain équilibre en termes de liquidité. Ça veut dire la liquidité ne doit pas être trop abondante. Il ne doit pas être rare parce que lorsqu'il est abondant, dans ce cas-là, il y aura des pressions inflationnistes parce que le pouvoir d'achat va augmenter. Si on a une capacité productive limitée, on aura des pressions inflationnistes. Et dans le cas où la liquidité ou la monnaie est rare, dans ce cas-là, il y aura un problème qui concerne le blocage et l'entrave de bon fonctionnement de l'économie. Ça veut dire on va bloquer le développement de l'activité économique à cause de cette rareté et cette pénurie de la monnaie. C'est pour cela que les autorités monétaires veillent à cet équilibre entre la demande et l'offre de la monnaie. Si on veut définir d'une manière simple la politique monétaire, c'est ou bien consiste à garder un équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie. Est-ce que vous avez des questions concernant cette définition? Monsieur, Maintenant, oui, euh, qui a demandé la parole? On va voir le petit bonhomme. Qui a demandé la parole? Pardon. C'est qui? Oui. Oumaima. Oumaima, bon. Oui. est-ce qu'on peut À vous la définir, parole, Oumaima. oui. Monsieur, est-ce qu'on peut définir la politique Oui, monétaire? Oumaima. Il consiste de contrôler la monétaire du pays. Contrôler quoi? La masse monétaire du pays. Répète. Oui, la masse monétaire, oui, c'est la monnaie, c'est la liquidité. Oui, on peut la définir Monsieur, comme ça. Oui, Soumia, Soumia monsieur, Sahraoui. Oui, Monsieur, on peut oui, Soumia. définir la politique monétaire en tant que l'ensemble des interventions des J'ai pas entendu l'ensemble des interventions. financières J'ai rien. Là, vous répétez, Soumia. J'ai rien entendu. Il y a des culturelles coupures de son. Vous pouvez répéter, Soumia, s'il vous de plaît? On attend Soumia, puis on va continuer. Oui, Soumia, je vous entends. monsieur, واش غنصور؟ Toujours Soumia? Non, c'est Fatima El Ihsini. Attendez, Fatima, Ah, s'il vous plaît. On va d'accord. Donc, on a Monsieur, Soumia, après on a Nouhaila et Fatima. Oui, Soumia, je vous entends. on peut dire que la politique monétaire est l'ensemble des interventions des autorités monétaires pour assurer le bon fonctionnement. Oui, mais si vous définissez la politique monétaire en tant que l'ensemble des interventions, à vrai dire, on a des interventions directes et indirectes. On ne peut pas euh, dire que c'est l'ensemble, tout simplement. C'est une conduite de la politique monétaire. On a l'objectif final. C'est quoi? C'est de garder un équilibre. Mais concernant les interventions, on ne peut pas parler d'intervention parce qu'il y a des interventions directes on va voir dans les instruments politiques monétaires, quand on a une intervention, soi-disant, déguisée parce qu'il se fait d'une manière indirecte. On va évoquer la question de ce taux directeur qui dirige. On ne décide pas le taux d'intérêt, plutôt on dirige ce taux d'intérêt qui se détermine à travers l'offre et la demande de la monnaie. On va préciser cette notion. Nouhaila, à vous la parole. Oui, je vous entends, Nouhaila. Oui, Nouhaila Lourdi.
À vous la parole. Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la phrase qui Oui. concerne la définition de politique monétaire? Consiste à garder une, quoi? Un équilibre, c'est déjà mentionné sur la définition. C'est déjà, il figure dans le slide. Vous voyez le slide, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Donc, je vais répéter l'explication qui concerne la politique monétaire. Ça marche, D'accord. Noëlla? Oui, merci. Oui, Fatima. Demandez, il n'y a pas de souci. Je suis là. Fatima, c'est allez. Est-ce qu'on peut définir la politique monétaire par l'ensemble des techniques et des instruments adoptés par la Banque centrale pour contrôler et garder l'équilibre dans une économie par les Gardez, autorités centrales. attendez, Fatima. Garder l'équilibre dans une économie de quelle partie? Concernant La quelle sphère? Pour ne pas avoir La une partie monétaire. partie. Oui, voilà. La partie monétaire, oui. Oui, Hein, exactement. c'est exact, oui. On peut D'accord. la définir comme ça. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Iman Mahfoud. Oui, monsieur. Monsieur, qui effectue cette politique? Quelle politique? Cette politique monétaire, elle est effectuée par qui? À votre avis? La Banque À votre centrale. avis, bien sûr que l'autorité monétaire, lorsqu'on parle d'autorité monétaire, c'est la Banque centrale. Chaque pays a une banque centrale qui est responsable de la conduite de la politique monétaire d'une manière indépendante. C'est bon, Iman? Oui, oui, Pas de merci. souci. Donc, on continue. Oui, donc dernière intervention pour continuer. Hakim Chami. Monsieur, est-ce que tous les pays ont interdit l'intervention de l'État? Quelle intervention de l'État? Par la politique monétaire? Écoute, Hakim, écoute. Maintenant, lorsque on va essayer, même si c'est hors de notre chapitre, mais on va faire une petite précision quand même. Maintenant, lorsqu'on on dit pas qu'il y a une interdiction, non. Parce que avant, pour le cas marocain, bien sûr, avant les statuts de Banque al-Maghrib qui donnent plus de crédibilité à la Banque centrale, on constate, si on parle d'autorité monétaire sans avoir cette indépendance de la Banque centrale, peut-être il y aura le financement de déficit budgétaire. Donc, ici, on parle de problèmes de transparence et de crédibilité. Comme vous savez, l'économie se base dans sa globalité, se base sur quoi? Se base sur la confiance. Sur la confiance. Oui. Sur Et la sur la, bien sûr, sur la confiance, sur la crédibilité, sur la transparence. En donnant à la Banque centrale une certaine autonomie, une certaine indépendance, on peut assurer un minimum de crédibilité, un minimum de transparence et un minimum de confiance. Tant que un pays a une banque centrale dotée de ces ingrédients, dotée de l'autonomie, il y aura une conduite de politique monétaire qui est saine, en plus qu'il sera efficace. Parce que avec la mondialisation et les relations internationales, donc on a des relations avec les bailleurs de fonds. C'est pour cela, si on n'a pas cette crédibilité et cette autonomie, il y aura un problème dans la conduite de la politique monétaire. C'est bon, Hakim? Oui, merci, monsieur. Très bien. Donc, on va fermer cette parenthèse. Mohsin Idrissi. Mohsin Idrissi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mohsin Idrissi. S'il vous plaît, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser.
C'est l'avantage de ce cours qui est interactif. Donc, on peut réaliser des enregistrements et les poser dans le MP, mais ça ne permet pas cette interaction. C'est bon. Donc, si vous avez quelque chose, un éclaircissement, une interrogation, tout simplement, vous êtes le bienvenu et vous pouvez la poser et on va débattre et on va essayer de discuter et éclaircir euh, ces idées. C'est bon. Donc, on continue. Donc, je répète, comme a demandé votre ami, votre collègue, a demandé de répéter cette définition qui concerne la politique monétaire. Donc, d'une manière simple et sans entrer dans la complexité, on va dire que la politique monétaire, c'est une politique, bien sûr, qui sert à euh, fournir de la liquidité, la masse monétaire, la monnaie d'une manière générale, à l'économie afin de garder un équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie pour ne pas avoir des répercussions sur le marché des biens et services. En d'autres termes, ça veut dire que dans l'économie, la masse monétaire ou la liquidité ne doit pas être trop abondante puisqu'il y aura des pressions inflationnistes. Comme il ne peut pas être rare, il n'y aura pas de pénurie en termes de monnaie qui peut entraver le bon fonctionnement de l'économie. Ça peut avoir des répercussions négatives sur l'activité économique et le développement de cette activité. Maintenant, comme vous savez, on a des objectifs principaux qui concernent la politique monétaire. Bien sûr, vous savez ces objectifs. Quels sont les objectifs de la politique monétaire? Les principaux objectifs. Monsieur, relancer l'activité économique? Oui, C'est garder l'équilibre dans une économie pour ne pas avoir une rareté et ne pas avoir une croissance ou bien un excédent de la monnaie. là, on a Monsieur, dit on a plusieurs objectifs de la politique monsieur, monétaire. Oui, je vous entends. savoir le niveau de dépenses des consommateurs. Mhm. Monsieur, Oui, oui, oui. Garder stabilité l'équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie. Donc, généralement, écoutez bien, s'il vous plaît. Donc, les objectifs de la politique monétaire, on a plusieurs. Mais les principaux objectifs sont deux. La première, c'est la stabilité des prix. C'est de stabiliser les prix, lutter contre l'inflation. Parce que en présence de l'inflation, il y aura un problème dans l'économie. Ça va perturber l'ensemble de l'économie, que ce soit la partie monétaire, que ce soit le marché financier. C'est pour cela on essaye d'avoir un terrain fertile en gardant les prix stables, en luttant contre l'inflation. Ça va donner plus d'opportunités d'avoir, c'est le deuxième objectif, d'avoir une croissance économique. Bien sûr, vous pouvez constater que l'objectif de stabilité des prix, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif en soi. Non, c'est un objectif pour avoir la croissance économique. Donc, généralement, on a deux objectifs de la politique monétaire. On a précisé dans le semestre 3, donc le cours d'économie monétaire et financière numéro 1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que chaque banque centrale détermine à travers les statuts, si on voit par exemple euh, les statuts de Banque Maghreb, on voit que Banque Maghreb a tracé en tant qu'objectif principal, c'est la stabilité des prix. On a d'autres banques centrales qui déterminent l'objectif principal en tant que la croissance économique et la simulation de l'activité économique, mais on a une exception, bien sûr, c'est l'exception de Réserve fédérale. C'est la Banque centrale des États-Unis qui, c'est, déjà on dit, c'est l'exception dans le cas de
de la conduite de la politique monétaire, il détermine deux objectifs à la fois, à savoir la stabilité des prix et la croissance économique. Maintenant, pour réaliser ces objectifs, maintenant, on ne peut pas aller directement vers les objectifs finaux. Les objectifs finaux, c'est la même chose. On passe à travers des objectifs intermédiaires. Je dois préciser qu'aujourd'hui, on a la possibilité de cibler directement l'inflation. On peut aller directement et réaliser l'objectif de l'inflation. C'est ce qu'on appelle inflation targeting. C'est le ciblage, c'est la politique de ciblage de l'inflation. Mais avant, on ne peut pas réaliser ces objectifs, à savoir la croissance économique et la stabilité des prix, sans aller vers des objectifs intermédiaires. Comme vous voyez sur le slide, on a trois objectifs intermédiaires. Vous pouvez voir, on a les objectifs quantitatifs, les objectifs de taux d'intérêt et les objectifs de change. Pour les objectifs quantitatifs, ils concernent la croissance de la masse monétaire. C'est la finalité principale. Ça veut dire de garder cet équilibre de la masse monétaire pour garder et pour avoir le bon fonctionnement de l'économie. Bien sûr, l'offre de la monnaie et le contrôle de l'offre de la monnaie a une relation avec le taux d'intérêt. Comme vous savez, si l'offre de la monnaie augmente, ça va baisser le taux d'intérêt. Et si l'offre de la monnaie est freinée, elle est contrôlée, donc il y aura une rareté de la monnaie dans l'économie. On va réduire la masse monétaire. Le taux d'intérêt, bien sûr, sur le marché monétaire, va augmenter. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Oui, Nouhaïla. Non, monsieur. Non, monsieur, je n'ai pas demandé la parole. C'est bon, on va continuer. C'est pour les objectifs quantitatifs. Donc, pour réaliser l'objectif final, qui est la stabilité des prix, qui est la croissance économique, bien sûr, il y en a d'autres objectifs. On peut parler de lutte contre le chômage, de stabiliser le système financier. On va détailler ces objectifs. Mais généralement, on a deux objectifs principaux. Ce sont la stabilité des prix et aussi la simulation de l'activité économique, tout simplement la croissance économique. Donc, en visant et en ciblant ces objectifs quantitatifs, on peut avoir et contrôler la monnaie, ce qui va permettre de stabiliser les prix et aussi qui permet de stimuler l'activité économique parce que en donnant plus de monnaie et en mettant plus de monnaie sur le circuit économique, ça permet d'enrichir la consommation, d'augmenter aussi l'investissement, augmenter la capacité productive de la monnaie. Ça veut dire on développe la demande globale. On développe la demande globale et aussi on développe l'offre globale. Et bien sûr, si ces deux ingrédients, ces deux agrégats sont développés, dans ce cas-là, on va passer d'un stade, d'un niveau d'économie vers un niveau plus avancé. Ça veut dire on va réaliser de la croissance économique. Bien sûr, le contrôle quantitatif de la monnaie est très efficace. On parle bien sûr de ciblage monétaire, c'est le ciblage monétaire. Donc, on cible la croissance de la monnaie, ce qui va permettre de veiller toujours à cette stabilité des prix et aussi à cette croissance économique. Un deuxième objectif intermédiaire qui permet de nous donner
ou de nous réaliser les objectifs principaux, on trouve le taux d'intérêt. Maintenant, on se pose la question, comment les autorités monétaires arrivent à cet objectif, comment ils réalisent cet objectif de taux d'intérêt. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que, ou bien comment les autorités monétaires ou la Banque centrale maîtrisent et réalisent cet objectif de taux d'intérêt? Comment comment se passent les choses, ou comment la Banque centrale réalise les objectifs principaux à travers le taux d'intérêt. Monsieur? Donc, qui a demandé la parole? Monsieur? Monsieur, Youb Boubachir. monsieur, par la fixation d'un niveau souhaitable pour un taux d'intérêt. Donc, à votre avis, Youb, que la Banque centrale fixe... Monsieur? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je parle avec Youb. Donc, à votre avis, Youb, que la Banque centrale détermine le taux d'intérêt? Oui. Non. Non, monsieur. C'est la Monsieur? Monsieur? Attendez. Attendez. Monsieur? Donc, la parole à Shakib Soukaina. À vous la Monsieur, parole. monsieur, avec l'offre de la monnaie? Avec le contrôle de la monnaie? L'offre de la monnaie. Donc, écoute Soukaina. Si on parle de l'offre de la monnaie, on est dans l'objectif intermédiaire qui est quantitatif. Maintenant, on parle de taux d'intérêt. Comment la Banque centrale réalise cet objectif de taux d'intérêt? Oui, C'est à travers là, le taux de refinancement. attendez, Le taux de refinancement. je vous donne la parole. Attendez, levez la main et je vous donne la parole. Très bien. Donc, on a Sifdin Karim L'Ouad. ما كاينش. Donc, maintenant, Soumia Sahraoui. Monsieur, c'est à travers le taux de financement. De refinancement. Le taux de refinancement. Vous voulez dire, bien sûr, les taux directeurs. Oui, Les taux monsieur. des directeurs, dont on trouve le taux de refinancement, le taux de réescompte et le taux de rémunération des dépôts. Très bien. Mais Oui. comment? Comment? Monsieur, c'est la Banque centrale et... Attendez, peux ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous à la fois. Donc, la parole à Soumia Sahraoui. Monsieur, lorsque la Banque centrale augmente le taux de refinancement, ça va engendrer une augmentation de taux d'intérêt. Et lorsque la Banque centrale fixe un taux de refinancement qui est bas, ça va encourager les banques à octroyer plus de crédits et de diminuer le taux d'intérêt. Nawal. Monsieur, est-ce que je peux parler? Monsieur? Nawal Behla. Oui, monsieur, si la masse monétaire est inférieure au PIB, les banques centrales vont diminuer le taux directeur. Nawal. Oui, monsieur. Nawal. Oui, monsieur. Lorsqu'on parle de masse monétaire, on est dans un objectif quantitatif. Et si on parle de taux d'intérêt, on parle de taux d'intérêt. Oui, Nawal, vous avez toujours la parole. Les banques centrales vont baisser le taux directeur. Qui peut me donner seulement une différence entre les taux directeurs et le taux d'intérêt? Monsieur, le taux directeur, c'est la banque centrale qui le peut régler, et le taux d'intérêt concerne les banques commerciales. Donc, quelqu'un d'autre? Donc, dernière intervention et on va enchaîner. Monsieur? On n'a pas beaucoup de temps. Oui, qui demande la parole? Mohamed Amin Karté. Oui. Monsieur, la Banque centrale, soit elle augmente ou elle diminue le taux d'intérêt, pour la seule raison, si elle veut soit stimuler la croissance ou bien elle veut réduire la consommation. Si le taux d'intérêt est trop grand, est faible, alors la Banque centrale souhaite stimuler. Donc, à votre avis, Mohamed Amin, à votre avis, que la Banque centrale, c'est elle qui détermine le taux d'intérêt?
Non, elle détermine, monsieur, le taux directeur, qui est la base de détermination des taux d'intérêt. C'est bon. Donc, je vais enchaîner. On va arrêter les interventions. Je vais enchaîner pour éclaircir ce point. C'est bon. C'est bon. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. C'est bon? Monsieur, Désactivez vos micros. Oui, s'il vous plaît. On va désactiver les micros maintenant. ah, Oui, yallah. Vous avez une intervention, yallah. Oui. monsieur, la Banque centrale contrôle la masse monétaire et dans ce contrôle, on évite la déflation et l'inflation et ça résulte un taux d'intérêt qui est raisonnable pour bien équilibrer le pouvoir d'achat. C'est valable pour les objectifs quantitatifs. Lorsque vous parlez du contrôle de la masse monétaire, on est dans un concept et dans une sphère qui est objectif quantitatif. C'est bon. Le contrôle de la masse monétaire, c'est la réalisation des objectifs quantitatifs. Ici, on parle des objectifs de taux d'intérêt. Donc, je vais enchaîner. Maintenant, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Maintenant, la Banque centrale, pour réaliser ces objectifs finaux qui est la stimulation de la croissance économique et la stabilité des prix, ça veut dire la lutte contre l'inflation à partir de taux d'intérêt, notez bien que la Banque centrale ne peut pas directement ou bien agir directement sur le taux d'intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux d'intérêt se détermine dans le marché monétaire à travers l'offre et la demande de la monnaie. C'est bon? Maintenant, on parle des taux directeurs. Directeur, il dirige quoi? Il dirige le taux d'intérêt. Ça veut dire que la Banque centrale, même si il n'a pas la main d'agir directement sur le taux d'intérêt, il peut, d'une manière indirecte et d'une manière déguisée, diriger et orienter et cadrer le taux d'intérêt qui se détermine à travers la loi de l'offre et de la demande du marché monétaire. Bien sûr, marché monétaire avec son bloc de marché interbancaire. Maintenant, on va expliquer comment il fait cela, comment il dirige et oriente ce taux d'intérêt. Maintenant, lorsqu'il détermine les taux directeurs, que ce soit le taux de refinancement, le taux de réescompte ou le taux de rémunération des dépôts, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on sait que, on va revenir, on va donner l'exemple du système bancaire. Si on a une banque qui a un problème, une fuite, que ce soit une fuite naturelle ou d'autres fuites monétaires, il cherche un financement, donc elle a quelques voies pour avoir ce financement. Soit d'avoir un autofinancement à travers l'émission des certificats de dépôt. Cette procédure ne peut pas être immédiate, ça veut dire on va pas voir, on peut pas, la banque ne peut pas avoir immédiatement un refinancement. Donc c'est le moyen et le long terme. Immédiatement, il y a deux voies. Soit d'aller vers demander le financement à travers la banque centrale, soit tout simplement, il va aller chercher le financement chez le marché monétaire. Le marché monétaire, soit dans le marché interbancaire, soit le marché monétaire d'une manière générale. Très bien. Maintenant, la Banque centrale, lorsqu'il détermine les taux directeurs, on suppose maintenant que la Banque centrale cherche à augmenter, donc on parle de, il va diriger et orienter le taux d'intérêt. Maintenant, la Banque centrale cherche à augmenter le taux d'intérêt. Il n'a pas la main de faire une décision, de donner une décision pour augmenter ou diminuer le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la banque, le marché, le taux d'intérêt se détermine dans le marché monétaire à travers la confrontation de l'offre et la demande de la monnaie. Mais il peut agir d'une manière indirecte sur ce taux d'intérêt. Comment? Très bien. Tout simplement, lorsqu'on augmente le taux de refinancement,
il sera supérieur au taux d'intérêt. Dans ce cas-là, la banque qui a un besoin de financement, il va chercher le financement le moins cher. Donc, au lieu de se financer à travers la banque centrale, il va essayer de se doter ou d'avoir ce financement dans le marché monétaire. Dans ce cas-là, la banque centrale peut intervenir dans le marché monétaire en achetant et en vendant les titres financiers. Dans ce cas-là, si on a l'objectif d'augmenter le taux d'intérêt, parce qu'on a déjà dit que le taux d'intérêt, c'est quoi? Le taux d'intérêt, d'une manière simple, c'est le prix de la monnaie. Lorsque la monnaie est rare dans le marché monétaire, le prix va augmenter ou diminuer? Il va augmenter. Donc, et si on a la monnaie, elle est abondante sur le marché monétaire, le prix va baisser. Maintenant, si l'objectif de la Banque centrale est d'augmenter le taux d'intérêt, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre les titres qu'il détient. Parce qu'il a, dans des opérations de réescompte, il a des titres. Donc, lorsqu'il vend les titres, en contrepartie, il va recevoir de la monnaie. Il va diminuer la quantité de la monnaie qui circule dans le marché monétaire. De cette manière, la monnaie dans le marché monétaire sera rare et le taux d'intérêt va augmenter. Maintenant, dans le cas où il cherche à diminuer ou tirer vers le bas le taux d'intérêt, il n'a qu'à intervenir dans le marché monétaire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dans ce cas-là, il va, au lieu de vendre, il va acheter les titres. L'achat des titres, en contrepartie, on va injecter de la monnaie dans le marché monétaire. Et dans ce cas-là, la monnaie sera abondante et le taux d'intérêt, il va baisser. Le prix de la monnaie va baisser parce qu'on a une abondance. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle de taux directeur. Ça veut dire il dirige le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt ne se décide pas. Il se détermine dans le marché monétaire. Et c'est pour cela, bien sûr, on parle de marché monétaire. Si on a un marché monétaire où on n'a pas l'obligation de la Banque centrale, il n'intervient pas toujours dans le marché monétaire, on appelle c'est l'open market. Ça veut dire un marché qui est ouvert où on n'a pas cette obligation d'intervenir pour garder le bon fonctionnement, la bonne confrontation entre l'offre et la demande de la monnaie dans le marché monétaire. Est-ce qu'il n'y a pas de questions concernant la réalisation des objectifs de taux d'intérêt dans le marché monétaire? Très bien. Oui, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, est-ce que je peux comprendre que le taux d'intérêt varie journalièrement, monsieur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un marché comme tous les marchés. On a le taux de jour en jour qui est 24 heures. C'est la même structure qu'on a dans le taux de refinancement parce qu'il y a toujours une confrontation entre l'offre et la demande de la monnaie. Comme vous savez, si on prend l'exemple du marché interbancaire, la banque qui est excédentaire dans un jour, donc il ne va pas laisser la monnaie stockée dans les coffres-forts. Bien sûr, il cherche d'avoir un gain. Donc, il présente cette monnaie dans le marché monétaire. Peut-être il est demandé par d'autres opérateurs financiers ou monétaires qui cherchent un financement à moindre prix. Maintenant, on va passer au troisième objectif qui est l'objectif de change. Maintenant, à partir de taux de change, les autorités monétaires essayent de gérer la monnaie et de cadrer la monnaie à travers le taux de change et de réaliser à travers le taux de change, de réaliser les objectifs qui concernent la stabilité des prix et la stabilité des prix et la croissance économique. Est-ce que quelqu'un a une idée comment, à partir des objectifs de change,
comment la Banque centrale peut avoir ou réaliser la stabilité des prix et la croissance économique. Donc, la parole est de Nouhaila Lourdi. Nouhaila, non, vous n'êtes pas là. Oui. Nawel. Oui, Nouhaila. Yalla. D'accord, Nouhaila. Non, monsieur, il y a un problème. Je n'ai pas demandé la parole. Donc, vous annulez le petit bonhomme parce qu'il est affiché ici. Donc, vous annulez. Si vous demandez la parole, après, vous allez le désactiver. C'est bon? C'est bon, Noël. Très bien. Nawel. Pardon. C'est pas grave. Nawel. La Banque centrale intervient dans le marché de change en tant que demandeur de la monnaie nationale ou bien offreur de la monnaie nationale. Alors, elle intervient dans le marché de change en tant que demandeur de la monnaie nationale et offreur de devises pour diminuer le taux de change, augmente le taux de change. Et après? Et après, on va simuler. Comment? Si on a cette appréciation, on parle d'appréciation dans ce cas-là. Donc, si on a une appréciation, on a appréciation, dépréciation et d'évaluation, On réévaluation. va diminuer les exportations et augmenter les importations. Si on a une appréciation, qu'est-ce qu'on aura? Diminution des exportations et augmentation des importations. Très bien. Si on a sinon, elle va se présenter autant qu'offreur de la monnaie nationale et demandeur de devises. Si on est dans une dépréciation, les exportations vont augmenter et l'importation va diminuer. Et si, quel est l'avantage si on a une importation diminuée? Est-ce qu'il est profitable d'avoir une importation qui est une baisse d'importation ou bien une hausse de l'importation? Non, une baisse de l'importation. Une baisse de l'importation. Oui. Oui, vous avez une partie de la réponse quand même. Donc vous aurez une bonification de règle. Très bien. Nawel. Quelqu'un d'autre? Nawel, pardon. Merci beaucoup. Nawel Behla. Nawel Behla. Donc vous êtes de l'ensemble 2 ou 1? Oui, monsieur. Ensemble 2. Oui, ensemble 2. Très bien, Nawel. Merci, Nawel. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. Ayoub Boubachi. Monsieur, lorsqu'on parle à une dépréciation ou une appréciation, on parle à un régime flottant. Ça veut dire que l'offre et la demande qui déterminent la valeur de la monnaie. Et si on parle à d'évaluation et la réévaluation, on parle à un régime fixe. Ça veut dire que la Banque centrale qui décide, qui décide à évaluer la monnaie. Très bien, Io. Mais maintenant, vous avez déclenché un débat très intéressant. Quelle est la différence entre dépréciation, dévaluation, appréciation, réévaluation? Monsieur, lorsqu'on parle à une dépréciation, ça veut dire l'offre et la demande décident à diminuer le terrain par rapport aux autres devises. Et la dévaluation, réévaluation? La dévaluation et la réévaluation, lorsqu'on parle à une dévaluation, ça veut dire que la Banque centrale décide à diminuer la valeur de dirham par rapport aux devises. Et lorsqu'on parle à une réévaluation, ça veut dire que la Banque centrale décide à augmenter la valeur de dirham par rapport aux autres devises. Très bien, Io Boubachi. Vous êtes quel ensemble? Ensemble 2. Ensemble. Donc vous aurez aussi une bonification, même si ce n'est pas très exact. Donc on va arrêter cette discussion et on va enchaîner concernant la politique, les objectifs de change. Comme a présenté vous deux camarades, bien sûr, pour aller déterminer, donc désactivez vos micros s'il vous plaît. Donc en essayant de présenter le lien entre la réalisation des objectifs de change pour
avoir des objectifs finaux qui sont la simulation de l'activité économique et aussi la stabilité des prix, tout simplement, on va essayer de présenter la différence entre l'appréciation, dépréciation et d'évaluation, réévaluation. Comme a dit votre camarade, bien sûr, dans un régime de change qui est flottant, donc on a le flottement libre de notre monnaie par rapport aux devises internationales. C'est pour cela, en parlant d'appréciation et dépréciation, ça veut dire qu'il y a une détermination de la valeur à travers l'offre et la demande sur le marché de change, d'une manière libre. Bien sûr, cette liberté, donc, on dit libre, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intervention de l'État, mais bien sûr, on va la garder, entre guillemets. Parce que dans la réalité des choses, on ne peut pas accepter qu'il y a une monnaie qui est en dépréciation et l'État ou les autorités monétaires ne vont pas intervenir pour augmenter sa valeur. Donc, ça reste un peu théorique. Mais théoriquement, on dit que appréciation, dépréciation, c'est le jeu de l'offre et de la demande dans le marché de... Oui, on continue. C'est l'offre et la demande dans le marché de change. Maintenant, pour la dévaluation et réévaluation, c'est une question, bien sûr, il s'agit d'un régime de change fixe où c'est une décision des autorités monétaires. On va voir pourquoi on prend ce type de décision, que ce soit de dévaluation. Dévaluation, ça veut dire diminuer la valeur de la monnaie nationale par rapport à une devise, ou bien réévaluation, ça veut dire augmenter la valeur ou le prix de la monnaie nationale à partir ou bien vis-à-vis une devise internationale. On va voir pourquoi on prend ce type de décision. Maintenant, les autorités monétaires ont le choix. Si on est dans le cadre d'un régime de change fixe, donc on va tout simplement donner une décision, une orientation pour évaluer. Et si on est dans un régime flottant, bien sûr, dans ce cas-là, la Banque centrale peut intervenir. Bien sûr, on a un stock de devises. À partir de ce stock de devises, les autorités monétaires peuvent intervenir dans le marché de change. Et bien sûr, si on cherche à pousser, donc on va parler de faire déprécier et faire apprécier, parce qu'on a une intervention, c'est une action ياك غتلقى عندي الورقه خاويه اكوز ديال انني ما فهمتش شي حوايج وجاوني شي حوايج صعاب وما كملتش الكور والحاجات اللي حطيتي فيهم انت ليكزام هما اللي تحطوا في الكور لقيت مني جيت بغيت نراجع ما كنلقاش لي سيونس اونغوجيستري الوغ ملي كنجي كنبدا نقرا الكور بحال شي واحد كياخذ ليفغ ولا كياخذ اوفغاج وكيبدا يقرا فيها وكيلخص ولا شي حاجه. الله يرحم الوالدين الا كان ممكن انا كنهضر على راسي وكنهضر على بزاف ديال الطلبه. Écoute, je t'ai laissé parler, moi c'est mon tour maintenant. D'accord. الله يرحم لك الوالدين واسمح لي الله يرحم لك الوالدين. Écoute Zakaria, donc on va ouvrir cette parenthèse et on va la fermer une fois pour toutes. D'accord Zakaria? La première des choses, très bien, la première des choses, vous avez une polycopie et vous avez évoqué la question de l'examen. Donc vous avez dans l'examen, on a deux questions à 10 points
et on a une question, donc ce sont des questions directes qui figurent claires et nettes dans la polycopie. Donc, on a parlé des motifs de détention de la monnaie selon Keynes. Bien sûr, il existe dans la polycopie, ça ne nécessite pas un enregistrement. La deuxième question concerne la création monétaire par la Banque centrale. Il existe d'une manière claire dans la polycopie. Donc, vous n'aurez pas besoin de... parce que lorsqu'on parle d'enregistrement, bien sûr, il concerne surtout les questions de réflexion. Donc, j'ai déjà pris en considération la question qu'il y a des étudiants qui n'ont pas accès à Internet, qui ne peuvent pas assister à nos cours qui ont à distance. C'est pour cela, dans la structure de l'examen, j'ai essayé de prendre en considération ces données, à savoir, j'ai donné 14 points. Donc, un étudiant qui n'a jamais assisté au cours à distance et là, la polycopie, même s'il n'a pas de PC, il peut chercher la polycopie, il existe dans le téléfac, donc vous avez la polycopie, existe, donc ce n'est pas une polycopie d'aujourd'hui, donc elle existe depuis plusieurs années. Donc si vous avez seulement la polycopie, donc vous pouvez avoir 14, parce que les 14 points, que ce soit les deux premières questions ou les deux définitions, figurent d'une manière claire dans la polycopie. Ça ne nécessite pas des cours à distance même. Vous avez 6 points. C'est une question de réflexion qui nécessite, bien sûr, de débattre cette question sur la base des discussions qui sont passées dans les cours à distance. Donc, de cette manière, je pense que c'est légal. Maintenant, on revient à cette question de pourquoi vous ne laissez pas l'enregistrement. Je vais vous donner un argumentaire. La première des choses, maintenant, le cours se fait à 1h30. Donc, il y a des gens qui vont dire pourquoi je vais assister aujourd'hui à ce cours si j'ai la possibilité de le voir demain ou après-demain. Donc, je m'arrange. Bien sûr, j'essaie d'être à l'heure. Je m'arrange pour que je sois à l'heure. Je vais me trouver devant des étudiants. Est-ce qu'à votre avis, le cours aura un succès? Donc, moi, je fais le cours devant 10 étudiants. Et les autres, ils vont voir l'enregistrement. Moi, je n'accepte pas. C'est une question. C'est la même chose comme le cours en présentiel. Si on est maintenant en présentiel, donc je laisse seulement, j'ai déjà des enregistrements. Donc, si vous voulez l'enregistrement, l'essentiel dans le cours à distance, c'est l'interaction. J'ai déjà les enregistrements de l'année précédente. Je peux les laisser sur l'ENT. Mais ce que je cherche, c'est l'interaction. Je dois avoir mes étudiants devant moi pour poser les questions, pour rectifier les choses qui ne sont pas très claires. Vous voyez, c'est pour cela, si je vous laisse l'enregistrement, je vais être dans une situation où il n'y aura pas de présents, il n'y aura pas des gens qui vont assister. C'est pour cela, je ne peux pas laisser l'enregistrement. Je serai obligé de mettre, malgré cet argumentaire, je serai dans l'obligation de poser l'enregistrement dans un seul cas. Lorsque la capacité de l'ENT ne permet pas aux gens d'y accéder. Dans ce cas-là, je serai dans l'obligation de laisser l'enregistrement. Bien sûr, je parle d'obligation déontologique, parce qu'il n'y a pas d'obligation administrative. Donc, obligation déontologique de mettre les cours et les enregistrements. Donc, Zakaria, vous m'entendez toujours, Zakaria? Oui, monsieur. Zakaria, Oui, donc, oui, si monsieur. vous avez, mettez une copie vierge, ça veut dire, est-ce que vous avez déjà la polycopie, Zakaria? وي عندي الكوبي وعندي لو بي دي اف حيت انا بديت شويه Pourquoi معطل vous allez, لا pourquoi, بديت شويه معطل بديت شويه معطل اكوز الخدمه او ميم طون Très لي bien. زيتود شويه Très bien. قاصحه. Donc ça n'a, écoute Zakaria, ça n'a rien à voir l'enregistrement avec la copie vierge que vous avez posée.
Parce que si vous avez la polycopie, vous pouvez avoir 14 d'une manière simple, sans complication. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de l'examen que je mets. Généralement, il y aura plus de difficultés dans l'examen. Pas la difficulté pour la difficulté, non, mais pour tirer le niveau de l'étudiant vers le haut. Mais ce n'est pas grave. Donc, ميسيو انا بديت كنبريباري دابا صافي 4 جوغ مني ساليت ليكزام. جيسبيغ يكون ليكزام في المتناول ونفاليدي حيت فريمون جي بوزوان دو فاليدي. Écoute, Zakaria, j'ai aussi dit qu'il y a une précision. Et les étudiants qui ont passé les années précédentes, c'est que, bien sûr, un étudiant qui a préparé l'examen dans une semaine, dans la session ordinaire, ce n'est pas la même chose qu'un étudiant qui va préparer au bout de 2 mois. Donc, la session de rattrapage, généralement, aura plus de difficultés par rapport à la session ordinaire. Mais cette année, on a fait l'exception. Pratiquement, on a gardé la même structure entre l'évaluation de la session ordinaire et la session de rattrapage. Donc, on va fermer, s'il vous plaît. Donc, on va fermer cette parenthèse une fois pour toutes. Et une petite précision, s'il vous plaît. Maintenant, lors de correction de vos copies d'examen cette année, donc j'ai trouvé une amélioration exceptionnelle en termes de validation. Donc, le taux de validation de cette année est supérieur au taux de validation des autres années où on a le présentiel. Donc, je dois analyser cette donnée. Donc, on a un taux très élevé. Déjà, on a la première note, c'est 16, et j'ai plusieurs étudiants qui ont eu 16. Jusqu'à maintenant, j'ai plus que 20 étudiants qui ont eu 16. Donc, les cours à distance, à mon avis, fonctionnent très bien. Et si on aura le problème de capacité de l'ENT, donc on va vers l'enregistrement. Malheureusement, on ne peut pas continuer. Donc, mais s'il vous plaît, c'est la dernière fois qu'on va évoquer ce problème d'enregistrement. C'est bon? Donc, rapidement, je vais terminer la partie qui concerne les objectifs de change et je vous laisse partir parce qu'on a toujours 4 minutes à... Donc, c'est 14h41. On termine à 14h45. On continue, s'il vous plaît. Donc, on a toujours... Merci, Zakaria, en tout cas. Merci. Merci, monsieur. Allah يجازيك بخير. Il n'y a aucun souci de vous donner vos points de vue. Donc, c'est toujours la bienvenue. Il n'y a aucun problème et vous êtes le bienvenu. C'est bon. On continue. Concernant les objectifs de change, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que ce soit les autorités monétaires cherchent la dépréciation ou dévaluation, ou bien cherchent l'appréciation ou la réévaluation, les deux. Dans le cas de dévaluation, dépréciation, on diminue, on baisse la valeur de la monnaie. Pourquoi? Pour augmenter l'exportation. Si on augmente l'exportation, ça veut dire qu'on aura une balance commerciale qui est positive, excédentaire. C'est bénéfique pour l'activité économique. Parce que augmenter l'exportation, ça veut dire plus de production, plus d'emplois, plus de revenus. Donc, c'est la stimulation de l'activité économique. Maintenant, dans le cas de dépréciation ou bien de dévaluation, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de diminuer la valeur de notre monnaie par rapport à la devise. Si, bien sûr, si on a, on parle bien plutôt de l'appréciation, si on apprécie notre monnaie par rapport à la devise, dans ce cas-là, les exportations seront bloquées et on a une augmentation de l'importation. La question qui se pose, comment l'augmentation de l'importation peut être bénéfique pour l'économie?
parce qu'il y aura une balance commerciale négative. Les importations vont être supérieures aux exportations. Maintenant, en parlant de freinage de l'exportation et en augmentant l'importation, l'avantage, c'est que on va essayer à travers cette mesure, on va essayer de stabiliser l'économie, stabiliser les prix. Comment? Parce qu'on va profiter de désinflation importée. Je vais m'expliquer rapidement. C'est que lorsque la valeur de la monnaie nationale est supérieure à la valeur de devise, on a une augmentation de taux de change. Ça veut dire que la matière première importée de l'étranger sera moins chère. Donc, si la matière première est moins chère, dans ce cas-là, il va se répercuter positivement sur le coût de production. Et ça va se répercuter aussi sur les prix. Il y aura une diminution et une baisse des prix. Aussi, l'économie va profiter de désinflation importée puisque les produits et les biens importés de l'étranger vont faire de la concurrence avec les produits domestiques, ce qui va pousser les producteurs des biens domestiques à diminuer les prix et de cette manière, on va lutter contre l'inflation. Donc, je vais m'arrêter ici et on va continuer le jeudi. Donc,